Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café, début d'une nouvelle semaine. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous étions en compagnie des héros de l'ombre et de la lumière dans le cadre de la fête des vignerons. Cette semaine, nous allons vous raconter de très très belles histoires, des histoires de rencontres humaines, où la vigne a joué peut-être un certain rôle. Alex, on peut peut-être dire ça au départ? Oui, d'ailleurs, je vous propose plutôt que de partir tout de suite complètement à l'est, d'aller simplement à Saint-Saphorin. Et sur les coteaux de Saint-Saphorin, cet été, une visite bizarre aux compagnies de Pierre Monachon, le responsable des vignerons de Saint-Saphorin, quelqu'un qui n'a pas tout à fait l'accent du pays de Vaud. Intéressant, da? Le oui se dit da, on prend des photos, manifestement, ce sont des gens qui ne sont pas appelés à rester dans la région. Il y a 3 générations, et vous allez les reconnaître, les retrouver, mais voici tout d'abord Doina. Doina, elle vient de Roumanie. Le travail est plus facile que chez nous ici. Et pourquoi? Oh, bah parce que la façon de travailler est très différente. Je pourrais jamais travailler là-haut. Bon, s'il s'agit de travailler ici, à cette hauteur, je pourrais peut-être le faire. Et vous pourriez travailler là-haut? Ah non, non, pas là-haut. Là-haut, non, c'est pas possible. Non, non, j'aurais le vertige. En bas, peut-être. Et puis, il y a une autre surprise ce jour-là à Saint-Saphorin, tout près de la vigne à Gilles, à côté de la petite fontaine, une vraie surprise, ce document rédigé en roumain et qui invitait Maria à retrouver Daniel Chapuis au caveau des vignerons de Saint-Saph. Bonjour, dit Daniel. Vous parlez roumain? Bonjour. Merci pour la surprise, merci. Vous avez goûté le vin de Saint-Saph? Vous l'avez pas goûté? Attendez un instant. Je reviens tout de suite. Et Daniel Chapuis, qui s'occupe du caveau, court chercher une bouteille de Saint-Saph. Quel genre de vin avez-vous? Du rouge ou du blanc? Ah, vous avez du blanc aussi? Ben, comme du blanc, comme nous. Je suis allé une quinzaine de fois dans la région des Apoucènes, près de Cluj, dans les Carpates de l'Ouest. Et là, je suis allé dans un village qui s'appelle Magouri, dans la commune de Magouri-Requetal. Et maintenant, je me régale à y retourner de nombreuses fois, où je rencontre maintenant des poisseliers du côté d'Albac, de Scarissoara. Et je me régale à les suivre, à les suivre dans leur transhumance pour aller vendre leur production de seilles, de cuves, etc. Tout ce qu'il faut pour faire de bonnes choses. À votre santé! Et à la vôtre. Et alors peut-être explication, Alex, hein, on a compris quand même, au cours de cette semaine, il serait question de la Suisse un peu et de la Roumanie beaucoup, avec des gens qui se sont rencontrés, qui n'étaient pas forcément appelés à se rencontrer. Non, bah, c'est l'exemple de Daniel Chapuis qu'on voyait tout à l'heure et qui viendra en fin de semaine. Il est actuellement encore en Roumanie avec les vendeurs de tonneaux, mais il revient et il sera là avec nous vendredi. Il nous racontera sans doute quelques histoires. Mais je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont là aujourd'hui. Anna Blandiana qui sera là toute la semaine avec nous. Anna Blandiana, c'est un peu la conscience vivante de la Roumanie. Ne rougissez pas, Anna, mais c'est vrai que vous avez été, vous êtes poétesse, vous êtes romancière, vous avez été largement publiée en Roumanie sous Ceausescu, et puis à la fin, vous avez été interdite, vos livres ont été retirés des bibliothèques, et le héros d'un de vos livres, d'ailleurs, a été reçu ou reconnu par la population roumaine comme étant la caricature de Ceausescu. On y reviendra. Claude Souter est membre d'une des nombreuses associations qui ont
ont fait le voyage de Roumanie. Claude, c'est à Gland, dans le canton de Vaud, et c'est l'association Gland Gidvei dont nous parlerons aujourd'hui. Gland Gidvei dont nous parlerons aussi avec la présidente de cette association, Martine Bovon, qui est à mes côtés, quand bien même, et on le verra aussi, on a un petit peu oublié Gidvei pour aller dans un des hameaux, mais on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et puis, tout ça a commencé avant même la révolution roumaine, grâce à la mise en place d'une opération dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, Opération Village Roumain. Et le président d'Opération Village Roumain Suisse, Jean Bellan, est avec nous aujourd'hui. Il nous expliquera où on en est et ce qui reste à faire en Roumanie. Alors Alex, on va se replonger dans une histoire avec que l'on a observé d'ailleurs avec un regard très empathique. Hein. Les Suisses ont un rapprochement avec la Roumanie, et en particulier lorsque certains événements se sont produits. Événements causés par quoi ? Alors, il faut tout de même parler de l'origine. Je vous disais que les liens entre les villages suisses et les villages roumains sont venus avant la Révolution. Pourquoi ? Parce qu'on avait appris que Ceausescu voulait pratiquer en Roumanie la systématisation. Et la systématisation, ça consistait en fait à s'attaquer à l'essentiel, à l'âme du pays, c'est-à-dire aux villages roumains. Et nous écoutons peut-être un instant une explication plus précise avec des exemples grâce à Marcel Mion. Ceausescu veut aussi créer l'homme nouveau. Pour cela, il planifie la destruction de 6000 villages et la réinstallation forcée de leurs habitants dans des cités modèles, comme celle-ci. Il appelle cela le communisme scientifique. Pour construire son palais et aménager le grand boulevard de la victoire du socialisme, Ceausescu fait aussi raser au bulldozer des quartiers entiers de Bucarest. Il ne reste aujourd'hui plus rien du centre historique de la ville, folie pure d'un dictateur tout-puissant. Alors là, Monsieur Bellan, avant que l'on parle de l'histoire, le moment où toute l'histoire de la Roumanie va basculer, vous étiez déjà intéressé, vous étiez déjà intervenu pour essayer de limiter les dégâts, si j'ose dire. Tout à fait. Alors, nous étions en 1989 et avec le Conseil des communes et régions d'Europe, nous avons été très émus par ce qui était en train de se passer. Et comme l'a rappelé M. Descotes, il y a un véritable mouvement sous un peu du genre Amnesty International qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fin de compte, les communes européennes, particulièrement d'Europe occidentale, ont pratiqué des parrainages de communes roumaines, un de villages. Un peu comme le fait Amnesty, quoi. Oui, je crois qu'on peut voir ça sous cette forme. Et puis, il s'agissait justement d'essayer d'éviter que ces villages soient détruits. Alors, en Suisse, par exemple, 206 communes se sont lancées dans cette opération au début. Et puis, c'était donc avant ce qu'on a appelé la Révolution roumaine. Et puis, quand il y a eu la Révolution roumaine le 22 décembre de la même année, il y a eu alors un formidable mouvement de solidarité vers la Roumanie. Alors, la migration vers la Roumanie. Voilà, la migration suisse vers la Roumanie. Oui. Bon, alors on est bien d'accord, hein, vous avez compris, première partie, avant ce qu'on appelle la révolution, le coup d'État, c'est tout ce long, mais on va passer maintenant au rappel historique quand même. On a tous vécu ces événements de Roumanie de très près de notre tête et un peu près de nos cœurs. Oui, il y a des images en particulier que vous allez retrouver, des images qui ont lieu en décembre 89 à Bucarest. Regardez, écoutez aussi les cris de la foule pour la première fois. Une foule qui apparemment a été appelée pour saluer Ceausescu et tout à coup elle va siffler ou surtout elle va avoir peur. Et Ceausescu aussi, regardez. En fait, ce ne sont pas des cris, c'est plutôt la panique de la foule, parce qu'il y a eu des coups de feu à l'arrière de la manifestation. On apprendra ensuite que c'est une manipulation, un peu la même manipulation que celle qui va amener au procès et à l'exécution de Ceausescu, qui a été gardé quelques jours dans un blindé et qui est ensuite livré à un procès que tout le monde a vu. Avem un alt organ al puterii. Este Consiliul Frontului Salvării Naționale. Legal considerat. Et puis dans le même temps, après un certain nombre de journées de combat,
la population a gagné et surtout il y a un nouveau gouvernement provisoire, un gouvernement provisoire qui semble être celui de la liberté et de la révolution accomplie, un gouvernement provisoire dont Anna Blandiana, ici présente, fait à ce moment-là partie, mais vous allez, Anna, en faire partie très brièvement, pratiquement jusqu'au 10 janvier seulement, car très vite vous allez avoir des doutes. Quels doutes? Je veux mettre un petit accent pour être vraiment correct. C'est clair, et vous avez compris depuis longtemps, enfin immédiatement, que la révolution roumaine a été pensée d'avance et a été organisée. Mais pour être correct et pour comprendre vraiment les choses, il faut accepter dans le même temps que pour ceux qui sont morts là, c'était une révolution. Les morts ne sont pas morts dans un coup d'État. Il avait la conscience qu'il se trouve dans un mouvement révolutionnaire. Eh bien, ces deux côtés absolument contradictoires des événements de 89 nous ont marqués jusqu'à maintenant. Oui. Parce que toujours, il y a les deux. Bien sûr. Quand vous voyez ces images-là, celles qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Le petit choix d'images qu'on a vu là. Eh bien, les images du procès, c'est une honte violente que je ressens. Et je ressentis même alors. Enfin. D'autre part, ce que je veux ajouter, que le temps action comme une sorte de révélateur dans le sens que les images authentiques, ça veut dire les foules, sont de plus en plus vraies, si on peut dire comme ça. Tandis que les images de l'intérieur, le procès, la télévision, enfin, le comité central, sont de plus en plus fausses. D'ailleurs, il y a un film allemand, un film de montage, fait des images de la Révolution roumaine, qui est extraordinaire et qui souligne exactement ça. En fait, la différence entre l'authentique avec le temps, on distingue mieux ce qui est faux ou construit de ce qui est vrai, ce qui est l'authentique. C'est toujours comme ça dans l'histoire de l'art, d'ailleurs. Et des médias aussi. Allez, on continue notre chemin. Oui, mais on va continuer parce que en même temps que vous, le 10 janvier, sauf erreur, vous quittez le gouvernement provisoire, vous avez déjà... J'étais nommée sans être demandée. Enfin, je me trouvais dans la rue pendant la première, je ne sais pas, environ 40 heures. Et quand je suis finalement arrivée en face d'une télé, parce que moi j'habite tout près de la radio et c'était impossible d'entrer là parce que c'était la guerre. Alors je suis arrivée avec mon mari, aux amis, et ils m'ont dit « Tu es la deuxième personne dans l'État ». On m'a dit, on a annoncé le gouvernement et tu es la deuxième. Enfin, c'était un peu bizarre pour moi, mais dans le même temps, j'avais la conscience que c'est quelque chose de très provisoire. Et, dans ce moment-là, dans les premières dizaines d'heures, tout le monde croyait que tout le monde est honnête. Alors, je n'ai pas eu aucune... À votre avis, juste encore un commentaire. Vous êtes poétesse. Dans une révolution, dans un changement politique profond, quel rôle joue la poésie, quel rôle joue la poétesse? Eh bien, c'est justement pour ça que j'étais là, parce que la poésie était quelque chose de très important, pas seulement en Roumanie de toute façon, mais aussi en Russie, en Pologne. Les poètes étaient, si on peut dire comme ça, les dernières réserves de liberté de l'esprit public, parce que leur instrument, la métaphore, faisait possible un vrai dialogue, parce qu'une métaphore, c'est une comparaison avec un seul terme. Voilà. L'autre peut être inventé. Il faut deviner, là. Oui, il faut deviner. Alors, la censure était pour peu dans cette relation. Eh bien, on a pris ce symbole que j'étais comme poète, on la met là, et j'ai eu, la première séance de ce gouvernement a été
après l'exécution de Ceausescu, le soir de 6. Et c'est pour même dans la première séance, j'ai eu la conscience que quelque chose n'est pas en règle et j'ai refusé, j'étais proposé comme vice-président du pays, j'ai refusé sans avoir aucune idée. Mais j'ai eu le sentiment que quelque chose n'est pas en règle et parce qu'ils ont insisté d'une façon exagérée, j'étais de plus en plus entêtée. On va pouvoir et puis j'ai parti. Voilà. Mais on va pouvoir comprendre grâce à vous, tout au cours de la semaine, de quelle manière on entre dans un combat qu'on croit loyal, à quel moment il y a quand même des gens qui trichent ou qui n'ont pas vraiment montré quel était clairement leur jeu. Vous allez pouvoir nous l'expliquer tout au cours de la semaine. Espérons que je serai capable. Je suis sûr. On va retourner parce que dès que ces événements se produisent, il y a des gens qui réagissent. Et en fait, les gens qui partent, c'est-à-dire que les différents villages romans, mais français, belges aussi, qui ont des contacts, ils ont tenté, en 89, avant la Révolution, d'envoyer des lettres pour dire attention, ce village, on veut le protéger, comme on le disait tout à l'heure pour Amnesty. Puis ils n'ont pas eu de réponse. Mais ils ont vu sur la carte où c'était. Et dès que le pays est ouvert, ils essaient d'entrer. Et ils vont entrer au milieu de la manipulation, car, rappelez-vous, les premiers voyages dans les camions, on avait peur, parce qu'on nous disait, il y a les terroristes dans les collines, et ils vont vous tirer dessus. Hein, donc ça n'avait pas encore, c'était pas encore terminé ça. Et le 10 janvier, donc vous venez de quitter le gouvernement et les premiers convois arrivent, en particulier. Oui, avant déjà il y en a eu en décembre, mais vous êtes parti début janvier. Alors, Gland est parti en même temps que le convoi de Lausanne et ils sont arrivés le 2 janvier à Gidveil. Et je pense que c'est un des tout premiers convois qui est arrivé. Moi, je n'en faisais pas partie parce qu'il se fait que j'étais en Belgique. Et je suis rentrée plus tôt, me disant que... Parce qu'avant de partir, je me dis, il va se passer quelque chose. Il faut préparer des colis. Il va sûrement y avoir quelque chose. Je ne savais pas quoi. Et je suis rentrée vers le 31 et ils étaient déjà partis. Alors, et ils sont arrivés puisque vous n'y étiez pas, on va quand même vous voilà. montrer les images de l'arrivée à Gidveil de ce premier convoi. Voilà, à gauche, vous allez apercevoir l'église et la mairie, la primaria de Gidveil, les dacia de l'époque, les uniformes qui n'ont guère changé et les premiers attroupements. Les gens un peu inquiets quand même à l'époque, rappelez-vous. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de personnes sur place là qui parlaient le français. Ça, c'est le premier maire, Yossif Nagyou. Et effectivement, la municipalité de Gland, avant de partir, avait écrit une lettre pour expliquer le geste de la commune, pourquoi ils étaient là. Parce que quand ils sont arrivés, les Roumains ne savaient pas du tout ce qui arrivait. Je pense que c'était vraiment des extraterrestres qui arrivaient dans la commune. Oui, il y avait un peu de ça. C'était assez étonnant. Voilà, et puis... Un peu plus tard, comme vous le voyez sur cette photo peut-être, il y a eu la position sur le mur de la mairie de cette plaque célébrant les liens. Comment est-ce que ça s'est passé en fait les mois et les années suivantes jusqu'à ce que les premières fissures apparaissent? Et pourquoi sont-elles apparues? Alors, vous avez vu donc le premier maire qui était à mon avis quelqu'un qui était très très bien, mais qui était un ingénieur agronome. Et au départ, donc, il y a eu 2 convois, puis après, des familles sont allées, moi-même j'y suis allée à Pâques, où j'ai pu participer à la première Pâques, qui en même temps tombait bien, parce qu'elle était en même temps la Pâques catholique et la Pâques orthodoxe, donc c'était la même date. Oui, ce qui est rare. Oui. Et donc, on a surtout pris contact au départ avec les gens qui parlaient le français. Donc il y avait des ingénieurs, des médecins, il y avait pas mal de gens qui parlaient le français. Donc les premiers contacts étaient très faciles. Donc on a commencé à travailler pour les écoles, pour le dispensaire. Pour le dispensaire, on a été jusqu'à faire reconstruire complètement le cabinet dentaire, qui existait mais qui était très vétuste, mais la dentiste était une excellente professionnelle, donc c'était un bon point. En fait, c'était d'une certaine manière le début d'un mariage, oui. Mais d'un mariage qui n'est pas vraiment allé à terme. Alors attendez, je vous interromps un instant, parce que mariage pour mariage, on va se retrouver devant la même mairie, à la sortie d'un de ces mariages dont peut se poser la question en les voyant, de savoir si vraiment ils dureront toute une vie. Regardez.
ce propos, bon, c'est clair que c'est votre histoire et qu'elle est toujours un petit peu compliquée, et que quelquefois on a un partenaire et puis on passe à un autre partenaire parce que, ben, mon Dieu, c'est dans l'urgence, on ne se connaît pas très bien et qu'on peut avoir quelques déconvenus. Mais au fond, dites-moi, pour les gens de Gland, dans ces premiers contacts, qu'est-ce qui vous a frappé en Roumanie? L'accueil, la chaleur humaine. C'est qu'ils n'ont rien, mais on reçoit tout. Ça, c'est le plus frappant. C'est que ce sont des latins, en plus, donc on ne se retrouve pas dans une société qui est très étrangère à la nôtre. On est assez proches. La seule différence, c'est qu'ils ont été pendant 45 ans étouffés, et que l'autre très marquant qui nous frappe, c'est la méfiance. Parce que comme ils ont appris à ne plus ouvrir la bouche, à ne plus parler, à n'avoir confiance en personne, c'est ça qui est le plus dur, et c'est ça qui pèse encore maintenant. Alors Alex, c'est ça qui est important, c'est qu'au fond, ces Suisses qui vont arriver avec leur bonne volonté, avec leur envie de s'engager, avec l'envie d'avoir des contacts, ils vont d'abord faire l'apprentissage de l'échange. Et puis cet échange, il va passer par des lettres, par l'apprentissage de la langue même, parfois. Tout à fait, oui. Et par cela, et puis alors, donc même lorsque le premier mariage ne s'est pas forcément très bien passé, l'envie de garder le contact est là, elle est vive, ce qui veut dire qu'on attend un petit peu l'occasion, et elle va vous retrouver là chez vous, à Gland, enfin plus exactement chez vous, Claude, en compagnie de votre femme Dani, mais avec votre visite, puisque ça continue, mais ça continue d'une autre manière, avec un des hameaux de Gidveij qui s'appelle Kapelna, qui d'ailleurs dispose d'un groupe folklorique, et c'est le groupe folklorique qui a permis cette rencontre. Écoutez et regardez. À Gland, on hisse les couleurs, et parmi les couleurs, il y a les couleurs roumaines. Et puis c'est vrai que les échanges sont nombreux, échanges épistolaires, surtout, le téléphone coûte cher, donc on s'écrit. Et les lettres reçues en roumain, ma foi, il faut les traduire. Cher Claude, je te remercie pour ta lettre. Tu écris rarement, mais quand tu écris, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tous les paquets ont été distribués dans les jardins d'enfants. Toutes les responsables des écoles sont très contentes et vous remercient. À l'école de Veseus, on nous a demandé si on pouvait leur trouver du matériel pour donner les cours de biologie. Encore une bonne nouvelle. Kapilna a une équipe de foot. Malheureusement, dimanche 27 septembre, c'était leur premier match. Ils ont perdu 6-3. Je leur ai dit que c'était le début. Bien entendu, si vous pouvez leur trouver un équipement, ce serait très bien, parce qu'ils se sont inscrits dans le championnat. Je vais terminer là ma lettre en vous souhaitant une bonne santé et tout le bonheur possible. Gros bisous à tout le monde. Tu écoutes ça. En 1992 a eu lieu l'inauguration du collège de Grandchamp par la commune. L'association Gland Gidveij, qui existait déjà, a fait venir un groupe de jeunes filles de ce village, qui est un groupe folklorique assez renommé dans la Roumanie. Unique, effectivement. Et pour les loger, les autorités communales ont fait appel à la population. Et nous avons eu la chance de loger 4 de ces jeunes filles dans notre maison. Elles ont reçu un choc assez violent quand elles sont arrivées par ici. Sur l'état de la nature, l'état de l'urbanisme des villes, des villages, l'état des commerces. Si ces personnes-là étaient venues d'Afrique ou d'Asie, je pense que on serait peut-être en train d'aider un village d'Afrique ou d'Asie, je n'en sais rien. Je crois que c'est les relations des gens qui font que ça a marché, que ça tient toujours, et qu'on correspond et on est devenus, je crois, des amis. On leur a donné quelque chose, on doit continuer. On leur a fait envie. Je crois qu'on ne peut pas non plus... On ne peut pas les laisser tomber. Je crois que c'est... Et puis il y a trop d'amitié derrière. On leur a fait miroiter beaucoup de choses. La liberté, l'usage qu'on peut en faire, pour autant qu'il soit bon. Et je crois que ça serait criminel de les laisser tomber aujourd'hui. C'est clair qu'on pourrait aider d'autres gens, que ce soit ici ou ailleurs. Mais on a eu la chance ou le plaisir de tomber sur des gens de Roumanie, ma foi, on continue avec eux. On doit aussi le mesurer, celui-là ? Je crois qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Beaucoup.
Alors, Monsieur Souter, vous êtes toujours au conseil communal de Gland? Et oui, toujours. Parce que ce qui est très intéressant de voir autour de cette table, c'est que vous êtes au conseil communal, Martine Beauvon est au conseil communal de Gland. Oui, je vous apprends des choses, Alex. Hein. Et puis, ils ne sont pas du tout de la même tendance politique. Est-ce que tous les partis politiques sont représentés dans l'association? À peu près. À peu près. Il y a encore notre secrétaire qui est encore d'un autre parti. Donc, c'est vraiment se retrouver malgré des différences, des choix apolitiques. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ce type d'engagement? Qu'est-ce que ça vous apportait à vous, dans votre vie à vous? Pas aux Roumains, mais à vous. Je crois que dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup plus que il me semble que j'ai pu leur en apporter. Je crois que Martine nous a parlé de la chaleur humaine. Et je crois que c'est ce qui a fait que tout dure. Pour moi, c'est une histoire d'amour. Pardon, ma femme, de lui faire des infidélités. Mais vous la partagez un peu, cette histoire, quand même. Mais je crois que c'est ça. Et comme je l'ai dit aussi dans les reportages, je crois que ça aurait pu être en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Je crois qu'on a rencontré des gens avec lesquels on a eu des relations et qu'on a encore aujourd'hui des relations. Et c'est ce qui fait que ces gens-là nous motivent et on essaie de les motiver pour essayer d'avancer tous ensemble. Bon, on va les découvrir un peu plus, Alex. Oui, puisque l'interlocuteur qui signait tout à l'heure Chikoutsa, ce qui est en fait pas un pseudonyme, mais un sobriquet, en fait Chikoutsa, c'est Maria, Maria Ignat, et on va la retrouver maintenant, là-bas, à Jitvei, ou plus exactement à Capelna. Pentru Asociația Maria, pot să vă spun, din anul 1992... Pour l'association Maria, je peux vous dire qu'en 1992, quand notre groupe est allé en Suisse, on a rencontré une merveilleuse famille, la famille Suter. Et c'est avec eux qu'on a décidé de créer l'association Maria. Căzut de acord să înființăm Asociația Maria. Ce face Associația Maria? Et quel est le rôle de cette association, Maria? Elle a surtout un but humanitaire. L'église de Căpălna était dotée d'une installation de sonorisation d'une grande utilité. On a envisagé aussi l'adduction d'eau d'une source qui se trouve à quelques centaines de mètres de la route et qui sera d'une grande aide pour les habitants du village. À Noël, nous avons distribué des bonbons et des jouets aux enfants des maternelles de notre commune et aussi de Jitvei. Alors avant qu'on continue à découvrir cette région, Monsieur Mélan, juste une question. On a compris l'engagement des gens sur la foi de l'enthousiasme et de l'urgence. Hein. Il faut aller aider les Roumains. Et de l'émotion. Mais comment est-ce qu'on dure? Comment est-ce qu'on dure? Eh ben, on se transforme. C'est-à-dire que cette opération Village Roumain qui était partie justement sur un élan de solidarité et d'émotion, d'ailleurs en grande partie relayée, suscitée par la télévision aussi. Il faut se rappeler de certaines images avant Noël 1989. Eh bien maintenant, c'est transformé. C'est-à-dire que nous étions partis à 206 communes, mais nous en avons plus de 100 encore qui ont alors des projets concrets. C'est-à-dire que ça s'est transformé en aide au développement. Et c'est ça peut-être qui fait la durée. Au fond, peut-être pour les gens qui ont participé, qui participent toujours, ils ont appris également de quelle manière on passe de l'aide d'urgence au développement. Tout à fait, tout à fait. Très vite. Très vite, probablement. Oui, très vite, parce que c'était au début de 1990. Donc on s'est rendu compte sur place de toute une série de choses qui se passaient, dont la Roumanie manquait peut-être. Et puis alors, les communes et les groupes surtout, parce qu'il y a d'intéressant dans cette opération, c'est que c'est des groupes, mais des personnes. En fin de compte, c'est un mouvement de militants. Je crois qu'il faut insister là-dessus, et c'est ça qui fait toute son originalité, c'est que c'est pas un truc étatique, etc., mais c'est descendu au niveau de l'engagement personnel. Mais engagement personnel, mais qui se regroupent dans des associations locales, etc. Voilà, Alex, oui, peut-être justement, oui. Est-ce que dans vos programmes est arrivée l'idée d'inviter aussi des paysans roumains? Parce que il me semble que c'est encore plus important qu'ils comprendre la... Alors, vous en aurez même quelques-uns ici sur ce plateau avant la fin de la semaine. Voilà. Allez, on continue la découverte du pays. Oui, alors la découverte, parce qu'en effet, la Roumanie est ambivalente entre les villes et la campagne, entre la modernité et la tradition. Et Maria Ignat, elle est tout à fait cela. Elle a cette double attache, et on va la retrouver à la fois dans son travail et dans sa vie à la maison.
Alors regardez, là on a pratiquement l'impression, là on est à Blage, à une quarantaine de kilomètres de Gitvei, et on a l'impression vraiment de quelqu'un qui est habitué à vivre en permanence à la ville, et elle en a tous les attributs. Elle sera en noir tout le temps, vous le verrez, parce qu'elle a perdu son papa il y a peu de temps. Et là, elle se rend à son travail. C'est en fait à la compagnie publique qui distribue le gaz aux différentes habitations pour le secteur de Blage. Donc, Maria, c'est quelqu'un qui a une vie assez semblable à celle d'une secrétaire de direction ici. Mais le soir, quand elle est rentrée en train, elle retrouve la maison, elle retrouve sa maman Doina, et puis elle retrouve toute une série d'activités qui, pour l'essentiel, à part l'affection du chien, qui, pour l'essentiel, ressemblent à ce que pouvait être l'activité des fermes en Suisse romande ou en Europe de l'Ouest dans les années 40 à 50 à peu près. C'est-à-dire qu'il faut nourrir le petit bétail, s'occuper du cochon. Pratiquement dans l'année, on ne mange que le cochon produit par la ferme en ce qui concerne la viande. Et puis, on l'a dit, à Gitvei, on est dans une région viticole. Alors quand le cochon aura bien voulu terminer sa nourriture, on ne voudrait pas l'interrompre. En général, il y a 2 cochons par an dans une famille comme ça. Toujours discret. Bel exemple pour les enfants qui sont sur ce plateau. Oui, tout à fait. Non, je vous disais donc que dans la région, à Gitvei, il y a aussi beaucoup de viticulture, de très bons vins d'ailleurs, et des vins blancs, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que la maman de Maria s'occupe de la vigne, puisque son mari n'est plus là pour le faire, et qu'elle s'occupe aussi de la maison. Chaque maison, ça c'est aussi un des plaisirs et une des découvertes. Chaque maison à la campagne a son propre vin, différent du vin d'à côté, et c'est ce vin-là que Doina va tirer au tonneau, mais on en dégustera, je pense, d'ici la fin de la semaine, Jean-Philippe. Ça, j'en suis à peu près convaincu, je l'espère en tout cas. Monsieur Souter, quand vous voyez ces images-là, elles vous donnent envie de retourner là-bas Oui, tout à fait. Ouais, à propos de vin, justement, puisqu'on en voit, vous l'avez goûté, vous avez un commentaire à faire? C'est du vin qui est tout à fait comparable au nôtre, il tient tout à fait la réputation. Vous trouvez? Oui, tout à fait. Ah, oui. Je pense que... Il est un peu plus fruité que... Un petit peu plus fruité, je pense que dans les années qui viennent, on en trouvera dans nos échoppes aussi. Mais voilà, pour les contacts, je pense que le vin, par exemple, c'est l'occasion de comparer des expériences, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un très bon vecteur de communication. Je crois qu'on en a usé, peut-être un peu des fois abusé, mais enfin tant pis. Ça délie les langues, peut-être. Alors, dans ce cas-là, je me permettrais peut-être encore quand même de faire appel à tous nos concitoyens. Je crois que... je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens en Suisse aussi qui ont besoin qu'on les aide, mais je crois que ça serait peut-être se faire un mauvais procès de dire que aidons les Suisses et laissons tomber les autres. Alors je crois qu'il faut de la place pour tout le monde, et dans ce cas-là, on a essayé de faire de petites actions, contrairement à d'autres associations où on a fait de grands projets. Nous nous sommes contentés après avoir convaincu Maria et ses partenaires de créer une association qui est un but juridique, un statut juridique en Roumanie, de lui donner de la crédibilité. Et cette crédibilité ne passait que par de petits projets qu'on est sûr de réussir. Que vous maîtrisez. Que non maîtrisez, que ensemble. Peut me maîtriser. D'accord. Et dans les derniers, si je peux me permettre de profiter de l'occasion qui m'est donnée, nous avons des projets pour équiper les écoles en informatique. Alors, nous sommes encore à la recherche de quelques imprimantes pour équiper les PC qui viennent de chez vous, de votre maison, entre parenthèses, ainsi que des filets de but pour des équipes de football. Pour les clubs des écoles. Allez, on retourne pour bien comprendre quelle est la situation de cette région-là. Voilà. Les choses sont bien. Écoutez, on se retrouve au-dessus de Kapulna et de Gitvei, avec des images qui sont celles de la vie quotidienne. Et cette vie quotidienne, vous allez le voir, c'est d'abord une vie quotidienne qui n'a guère changé au fil des années. Pourquoi? Parce que en réalité, dès qu'on pourra, je ne sais pas si nous voyons ces images en ce moment. Est-ce que on va pouvoir, ça y est. Voilà, c'est parfait. Donc voilà la vie quotidienne, pas de tracteurs. Les seuls tracteurs dans les années de Ceausescu, c'était les tracteurs des coopératives. Et en fait, les paysans, les agriculteurs ne voulaient plus entendre parler de coopératives, donc les tracteurs qui étaient déjà en très mauvais état ont totalement disparu. Il y a eu petit à petit redistribution de la terre, mais une redistribution sans remembrement, ce qui veut dire que les habitants ont des bouts de terre un peu partout, doivent aller les cultiver un peu dans n'importe quelle condition, donc la productivité reste basse,
Elle permet de vivre à peu près en autarcie, mais c'est à peu près tout. Alors la vie, la vie quotidienne, c'est d'abord aussi la vie de l'église. On va beaucoup au cimetière, on va beaucoup se recueillir sur la tombe des ancêtres. Et puis au temps de Ceausescu, dans les villages, d'abord on avait peu de terres privées et on n'avait surtout pas le droit d'avoir plus de 2 têtes de bétail par famille. Alors ça a beaucoup évolué puisque maintenant chacun fait comme il veut. Donc pour autant qu'il ait du fourrage et un endroit pour faire paître les bêtes. Là d'ailleurs à Capelna, il y a une partie de pâture qui est commune. Donc à partir de ce moment-là, on a un petit peu ce qui se passe partout. Il y a ceux qui ont continué à faire des affaires, c'est-à-dire à avoir un troupeau qui va croissant, ce qui est le cas de ses voisins de Maria, qui eux produisent maintenant avec une dizaine de têtes de bétail, et ils produisent du lait pour une partie du village qui a cessé d'avoir ne serait-ce même que les 2 vaches qui étaient autorisées autrefois. Donc on est entré d'une certaine manière d'une civilisation, une société d'autarcie, en direction d'une société au moins d'échange à l'intérieur du village et en partie d'échange à l'extérieur, puisque vous l'avez vu, quelqu'un comme Maria travaille à l'extérieur et donc il y a désormais plus d'argent dans les relations entre les gens, alors que dans le village autrefois, c'était d'abord un échange. Je vous disais tout à l'heure que cette période nous rappelait un peu les années 40 ou 50 ici. Oui, c'est vrai que la nostalgie du cheval qui tirait nos chars, elle est partagée aujourd'hui avec la Roumanie. Alors, Monsieur Souter, une petite question quand même, parce que quand on voit ces images, et tout à l'heure vous nous avez dit, on a besoin d'informatique pour l'endroit dont on s'occupe, on se dit, mais vous êtes sûr qu'ils ont besoin d'informatique? Ils n'auraient peut-être pas besoin, je ne sais pas, d'autres éléments qui seraient plus en rapport avec leur vie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diraient ça? Que vous avez raison, ça c'est clair. Mais je crois que c'est des gens qui mettent les 2 pieds en même temps dans le XXIe siècle, en même temps que nous. Bien sûr. En sautant peut-être un demi-siècle d'un coup. Et je crois qu'ils ont besoin aussi de ces éléments-là. Bien sûr. Je pense que ça sera très important pour eux. Et ils ont besoin qu'on les aide, plus moralement en tout cas pour moi, je dirais que c'est l'aide la plus principale qu'on leur donne aujourd'hui. Merci beaucoup de votre réponse. Musique? Oui, si vous voulez, musique ou préparatif à la musique. Je vais vous montrer des bottes si vous voulez bien et vous allez comprendre pourquoi. Regardez ces bottes, ce sont des bottes qui ont au moins 70 ans. Pourquoi? Simplement parce qu'elles appartiennent à une famille, à une des nombreuses familles de Capelna, et elles servent à ce fameux groupe, des demoiselles de Capelna, des demoiselles qui ne peuvent être membres du groupe que pour autant qu'elles ne soient ni mariées, ni même fiancées. Ma grand-mère a aujourd'hui 77 ans. Elle aussi, elle dansait avec les demoiselles de Capelna. Et puis, quand elle s'est mariée, elle a arrêté et elle a donné son costume à sa fille qui est ma mère. Elle a 49 ans et elle aussi, elle a dansé, jusqu'au moment où je suis venue au monde. Mais elle a gardé le costume, elle me l'a donné quand j'ai eu 13 ans. Et c'est comme ça que je danse avec le costume de ma grand-mère, que je donnerai à mon tour à ma fille, si j'en ai une un jour. Voilà, ce sont les préparatifs. Il y en a à peu près toutes les semaines, ou en tout cas tous les mois, puisque le groupe continue. Anna? Vous savez que cette étrange condition de n'être pas marié n'est pas sans liaison avec la légende des Amazones qui était fort jusqu'au moment où était conquérie amoureusement par un homme. C'est une danse que j'espère que nous aurons l'occasion de voir. C'est un des éléments ancestraux qui est resté vif dans le folklore roumain qui est extraordinaire. On peut d'ailleurs préciser, Alex, que lorsque François Rocher a cherché à trouver des groupes roumains, de vignerons roumains, à un moment, il s'est intéressé, enfin en tout cas, il y a eu un lien avec ce groupe. Oui, finalement, le choix a été différent, mais c'est vrai. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la dictature a un peu encouragé ça, dans la mesure où c'était le seul moyen de se réunir sans avoir trop de problèmes, et ça pouvait même être une chance pour les jeunes filles ou les jeunes gens qui étaient dans des groupes de sortir à l'étranger. Il y avait les sportifs et les groupes folkloriques qui pouvaient le faire d'une certaine manière. Mais on va les rejoindre, ces jeunes filles, puisque ce n'est pas un spectacle que nous allons voir vraiment, c'est simplement une répétition à la Casa de Cultura, à la maison de culture. Il y en a dans tous les villages. Et nous allons écouter cette chanson qui rejoint en effet ce que vous disiez, Anna. Alors voilà, Anna qui rejoint avec une autre camarade le groupe. Le groupe n'est pas au complet ce jour-là.
Et vous voyez que tout le monde a un costume qui remonte vraisemblablement à 60 ou 80 ans. Et le leader, la chef, si vous me passez l'expression, de ce groupe, eh bien, c'est justement Maria Ignat, qui ne danse pas en ce moment pour cause de deuil, mais qui continue tout de même à donner des indications à ses ouailles. Alors, les conditions d'enregistrement n'étaient pas très très bonnes, ni pour le son, ni pour la lumière. Il y avait une seule ampoule et passablement de saute de tension. Je vous laisse tout de même écouter cette chanson qui dit en gros, c'est une chanson d'amour, mais aussi un hymne à la nature qui dit « Ô toi, mon homme, tu as un chapeau noir, ton cœur est doux comme une framboise, tes yeux sont brillants comme deux murs, des murs très mûrs, et ton corps est solide comme le sapin des bois. » Alors Anna, juste une question, est-ce que ça représente du folklore ou est-ce que c'est quelque chose de très fort dans la société roumaine, ce qu'on voit là? Ces chants, cette danse, qu'est-ce que ça représente pour des jeunes femmes comme celle-là? Non, si vous comprenez par folklore quelque chose un peu arrangé, un peu festiviste, alors c'est pas folklore. Non, c'est vraiment une tradition réelle. Il y a en Roumanie aussi du folklore, bien sûr. Évidemment, même trop. Mais il y a des petites îles comme ce village avec cette tradition de domination féminine avec des racines pré-chrétiennes, évidemment qui sont profondes et sont réelles. Monsieur Mélan, jusqu'avant qu'on se quitte, rappelez quand même que la Roumanie, elle est toujours là et qu'il faut toujours s'engager. Et je suppose que vous avez besoin d'associations supplémentaires, de gens qui s'engagent. Écoutez, je ferai comme M. Souter, c'est-à-dire que... Vous avez un petit message à faire passer. Un petit message à faire passer. Simplement que l'année prochaine, nous avons le 10e anniversaire donc, de l'opération Village Roumain. Et que cet anniversaire sera marqué par une semaine autour de l'Ascension à Yvonne. Ça sera une semaine d'ailleurs qui sera une semaine culturelle et artistique, c'est-à-dire qu'il y a des artistes roumains, des sculpteurs, des peintres qui viendront à Yvonne, qui exécuteront leur œuvre sur place. Et puis aussi la cuisine naturellement roumaine qui sera à l'honneur. Alors voilà, nous terminerons en fait, ce sera une fin, mais ce sera probablement aussi un nouveau début. Bien, merci aussi aux jeunes de Ron-la-Ville qui ont suivi ce programme parce qu'ils ont été très très gentils, très sages, très attentifs et peut-être des futurs voyageurs ou voyageuses pour la Roumanie. Merci, on se retrouve demain. Alex, avec quelle autre opération? Eh bien, nous irons dans une ville que les Roumains n'aiment pas trop, donc ils n'aiment pas trop le nom, c'est Gherla. Ça a été une grande prison au temps du socialisme et du communisme. Et c'est un assez petit village roman, valaisan, Nanda, qui a adopté Gherla. Et ça se passe très bien, vous verrez. Merci beaucoup. Trying,